Quand on est adolescent, des événements minimes peuvent nous paraître énormes lorsqu'on a cet âge-là. Et d'une conversation sur les réseaux sociaux et un triangle amoureux, cela peut amener à quelque chose d'impensable. Et c'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Tout commence réellement en décembre 2011 dans la ville de Summerfield qui se situe en Floride. Dans cette ville, nous avons Seth Jackson, qui est un ado de 15 ans. Il est décrit comme drôle, joyeux, populaire et qui a du succès avec les filles. Et durant ce mois de décembre, il va commencer à fréquenter Amber Wright, qui a également 15 ans comme lui. Ça va être une relation adolescente typique, qui ne va pas durer très longtemps, elle va durer environ 3 mois. Donc elle va être courte, mais quand même assez intense et surtout assez toxique. Effectivement, durant cette relation, on apprend qu'il y a eu quand même de la consommation de drogue. Donc ça a commencé avec du cannabis et c'est allé jusqu'à de la cocaïne. Ils ont eu rapidement aussi des relations sexuelles. Et ils ont commencé à avoir comme un jeu malsain envers l'un et l'autre, en essayant de rendre jaloux l'autre, ce qui n'est pas très très bon pour faire avancer le couple. En mars, vers le début de mars, on sait que tout va bien entre eux parce que Seth fait encore des déclarations d'amour sur les réseaux sociaux pour Amber. Mais finalement, ils vont se séparer vers fin mars, début avril. Et là, on va retrouver d'autres messages. Et ces messages, ça va être des messages d'insultes. Donc ils vont commencer à vraiment se lancer une guerre sur les réseaux sociaux, à s'insulter mutuellement. Mais la situation va empirer lorsque Seth va apprendre que Amber commence à fréquenter un autre garçon. Et ce garçon, c'est Michael Bargo, qui lui est plus âgé, il a 18 ans. Donc la guerre va s'intensifier et elle ne va plus juste être entre Seth et Amber, mais également avec Michael. Donc ça va continuer sur les réseaux sociaux, ils vont continuer à s'insulter, à vraiment se chercher mutuellement. Et Amber va aussi dire à Michael que durant leur relation, Seth a été violent avec elle. Ça, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, ça n'a jamais été prouvé. Du coup, ça va vraiment envenimer les choses, vraiment de plus en plus, jusqu'à un moment où Michael et Seth vont vraiment en venir aux mains. Ils vont vraiment se battre durant une soirée tous les deux. Et Seth va également avoir une autre histoire, et cette fois-ci avec Kyle Hopper. Kyle Hopper, c'est le frère de Amber. Et ça va être encore une histoire de fille, où apparemment la fille que Kyle voyait l'a trompé plus ou moins avec Seth. Donc ça va être encore plus vraiment un conflit qui va mêler Seth à plusieurs personnes. Et Seth, il en peut plus de tout ça, et il va venir jusqu'à chez Amber, et il va carrément menacer de mettre le feu à la maison. Et ce qu'on pourrait prendre juste pour des menaces, les jeunes, eux, l'ont pris vraiment comme vraiment quelque chose de sérieux. Pour mettre aussi un peu plus en contexte, durant cette période, on a Charlie Ellie qui, elle a une maison. Elle loue, donc elle a 18 ans, et elle loue sa maison, donc elle vit seule. Et il y a beaucoup de jeunes en fait qui viennent chez elle justement pour pas avoir la surveillance des adultes. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de fêtes qui sont organisées, donc on retrouve de l'alcool, de la drogue, et c'est là que souvent Amber et Michael se retrouvent. Donc avec d'autres jeunes aussi, mais Michael vit plus ou moins là-bas à la fin. Nous sommes maintenant le 19 avril 2011. Sonia Jackson, la mère de Seth, n'a aucune nouvelle de son fils depuis la veille au soir. Et elle commence vraiment à paniquer, elle appelle autour, mais personne n'a eu de nouvelles de lui non plus. Donc là, elle décide d'appeler la police et d'expliquer qu'il a disparu. Les policiers vont se rendre chez Sonia, ils vont commencer à lui parler, à essayer de comprendre la dernière fois où on a entendu parler de lui. Et elle explique qu'elle lui a parlé une dernière fois vers 21h15, la veille au soir, et que celui-ci était dans ses messages assez menaçant, pas menaçant mais assez agressif. Et elle explique que c'est vraiment pas dans les habitudes de Seth d'être agressif quand il parle, surtout avec ses parents. Ils vont également apprendre l'histoire entre Amber et Seth. Ils vont comprendre qu'il y a eu une rupture qui a été assez compliquée. Et la mère de Seth leur dit que peut-être qu'elle pourra leur donner le lieu où se trouve Seth. Donc là, la police décide d'aller parler à Amber. Lorsqu'ils trouvent Amber, elle se trouve justement dans la fameuse maison dont j'en ai parlé juste avant, chez Charlie. Et ils vont interroger les deux filles. Amber, de son côté, explique, elle dit que oui, elle a vu Seth la veille au soir, elle l'a vu dans le quartier et qu'ils ont parlé un peu, et il a décidé de rentrer chez lui. Et après, elle ne l'a plus vu, elle n'a plus entendu parler de lui. Charlie, elle, va donner une autre version.
Elle va rejoindre Amber sur le fait qu'elles l'ont vu dans le quartier, elles lui ont parlé, mais elle explique que d'un coup, ils ont entendu comme une détonation, elle pense que ça pourrait être un coup de feu, et donc les 3 jeunes ont commencé à courir et à se séparer dans des directions opposées. Sauf qu'elle rajoute une autre chose, elle dit qu'à ce moment-là, elle a aperçu Michael qui était non loin de là. Et elle explique que Seth et Michael se détestent, et donc elle pense qu'il est possible que Michael ait tenté de tirer sur Seth. Donc c'est un peu confus quand même pour les policiers, ils essaient d'avoir plus d'informations, mais elle commence à s'embrouiller, à changer un petit peu, et puis finalement elle revient sur ce qu'elle a dit, et elle explique qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle a vu. La police va alors diffuser l'avis de disparition concernant Seth, et cela va également passer aux informations locales, à la télé. Et nous avons justement Kyle, le frère d'Amber, qui est chez lui avec sa mère, et il regarde la télé à ce moment-là, et il voit l'avis de disparition. Et il dit à sa mère, Seth n'a pas disparu, je l'ai vu se faire tuer. Donc là directement, sa mère va contacter la police pour dire ce qu'il a dit. Des policiers sont envoyés chez eux et ils vont ramener Amber, Kyle et sa mère au poste de police pour les interroger. Ils vont interroger Kyle en premier lieu et celui-ci va donner une première version des faits. Seth wanted to talk to my sister when they come in the house, and I don't like the kid completely because he has put his hands on my sister. Okay, and I hit him over the head with a stick. Who'd you hit? Seth. Okay. And he was in the chair, and I got in the kitchen. I said, "Now get the fuck out the house." And then all of a sudden, I hear, bam, bam, bam. Mike sitting there laying bullets into him. So you saw Mike Bargo shoot Seth? Yes, ma'am. Donc ils vont interroger Amber pour avoir sa version des faits et elle va être assez similaire à celle de son frère. Elle va expliquer que oui, Seth est venu chez Charlie pour pouvoir la voir. Il est rentré à l'intérieur et lorsqu'il est arrivé à l'intérieur, Kyle lui a sauté dessus et lui a donné un coup sur la tête et lui a dit de partir. Donc à ce moment-là, elles ont quand même paniqué en voyant ça et Amber est partie en courant avec Charlie. Elles se sont enfermées dans la salle de bain. Et elle explique que peu de temps après, elles ont entendu plusieurs coups de feu. Donc elles avaient vraiment peur, elles n'ont pas voulu sortir de là où elles étaient et elles ont dormi dans la salle de bain. Elles se sont réveillées que vers 11h midi et lorsqu'elles sont sorties, elles ont senti une forte odeur de javel dans toute la maison. C'est vrai que cette version, la police n'y croit pas vraiment, parce qu'ils trouvent ça quand même bizarre qu'elles entendent des coups de feu, qu'elles ne sortent pas, qu'elles restent quand même toute la nuit à dormir dans la salle de bain. Elles se réveillent qu'à 11h midi pour constater que ça sent la javel. Pour eux, ça tient pas vraiment la route. Donc ils vont continuer à mettre la pression et à interroger les autres jeunes. Donc ils vont continuer à mettre la pression sur Kyle, Amber et Charlie, qui est également maintenant au poste de police. Ils vont continuer de les interroger toujours pour vraiment les faire craquer. Et ils savent que celui qui a le plus de chances de craquer va être Kyle. Et finalement, chacun d'eux va commencer à céder un peu. Et ils vont apprendre qu'une autre personne était présente cette nuit-là. Et il s'agit de Justin Soto, qui avait 20 ans au moment des faits. Et il était présent en fait dans la maison cette nuit-là. Concernant Michael, son arrestation n'est pas encore possible car il se cache. Il a réussi à s'enfuir et pour le moment la police est à sa recherche. Donc les interrogatoires vont continuer et ils vont commencer à dénoncer l'un l'autre, à inclure un peu plus, à dire un peu plus de détails. Et à la fin, chacun va donner quand même une version. Et en ramenant tout ça, toutes les versions différentes, la police va pouvoir établir le scénario, le déroulement des faits. Tout a finalement commencé quelques jours avant la disparition de Seth. Toute la bande de jeunes était chez Charlie, comme ils le sont généralement. Et puis Michael a commencé à parler de Seth. Il était vraiment énervé et il a commencé à dire que de toute façon, personne n'aimait Seth et qu'il vaudrait mieux se débarrasser de lui. Mais on pourrait penser que c'est juste des paroles en l'air, sauf qu'ils ont vraiment mis leur plan à exécution le 18 avril 2011. Durant cette nuit-là, Seth est avec des amis. Il passe la soirée avec des amis qui ne sont pas la bande dont j'ai parlé avant. Et il va recevoir des messages d'Amber. Et dans ces messages, elle lui demande de venir la voir chez Charlie, elle a besoin de lui parler, et elle lui fait comprendre pour le convaincre qu'elle a bien envie de se remettre avec lui, et elle aimerait en parler. Donc il hésite un peu, mais elle le rassure, elle arrive vraiment à le convaincre. Donc je vais vous mettre l'extrait des messages, juste après que vous puissiez voir comment elle essaie de le convaincre. Seth arrive donc chez Charlie. Il la voit et il demande à parler à Amber. Elle le laisse rentrer, il va rentrer à l'intérieur dans le salon. Et là, tout d'un coup, va surgir Kyle et Justin. Et ils vont commencer à le frapper avec des battes de baseball, avec des manches en bois. Donc ils vont vraiment le frapper au niveau de la tête.
et là Michael va lui tirer une balle dans la tête. Sauf que Seth n'est pas mort. Et il arrive tant bien que mal à s'enfuir de la maison. Et il arrive à s'enfuir à l'extérieur, à marcher, et il est presque au niveau de la route, lorsque finalement les autres commencent à le rattraper et Michael lui tire une nouvelle fois dessus. Donc ils arrivent à le rattraper, ils se saisissent de lui et ils le ramènent à l'intérieur. Et là, ils vont le mettre dans la baignoire. Lorsqu'ils le mettent dans la baignoire, ils se rendent compte que Seth n'est toujours pas mort. Donc là, Michael va lui tirer à nouveau dessus plusieurs fois. Après ça, il se dit qu'il veut donc se débarrasser du corps et il veut le faire entrer dans un sac de couchage. Et ça ne rentre pas à l'intérieur, Seth ne peut pas rentrer à l'intérieur. Donc sa solution, c'est de lui casser les rotules pour faire en sorte qu'il y rentre plus facilement dedans. Donc ils vont lui casser les rotules, mais également lui enlever les dents. Je pense que c'est pour probablement éviter toute identification. Et puis après ça, ils vont se saisir du sac de couchage, ils vont l'amener à l'extérieur. Ils vont par la suite commencer comme un feu de camp à l'extérieur. Et ils vont mettre le sac de couchage contenant le corps de Seth et ils vont le faire brûler. Et ce qui est encore plus morbide, c'est ils n'ont pas réalisé les choses, ils sont restés autour du corps, ils sont restés à parler et à rire comme si rien n'était. Donc après avoir passé toute la nuit à attendre que le corps brûle, comme si de rien n'était à l'extérieur, ils vont finalement utiliser des énormes pots de peinture vides et ils vont mettre les restes de Seth à l'intérieur. Et un nouveau protagoniste va faire son entrée, il s'agit de James Evans. Il est le beau-père de Michael. Et ils font appel à lui parce que c'est le seul qui a une voiture. Donc celui-ci sait ce qui s'est passé finalement. Et il va quand même les aider. Donc ils vont tous se saisir des seaux, ils vont aller les conduire jusqu'à une carrière. Et dans la carrière, il y a donc de l'eau, et c'est là qu'ils vont se débarrasser des seaux contenant les restes de Seth. Les policiers, après toutes ces révélations, vont laisser les jeunes dans une même pièce. Et dans cette pièce, il y a des caméras et des micros. Donc en fait, on va pouvoir voir leur réaction après, leur comportement, suivant les faits. I had to. They knew we were lying. You know how many people are gonna fucking hate us for this? People that don't even know us are gonna be looking for us if we get out of this. Why? There's a fucking 15-year-old kid murdered because of us. You're all going to be booked with first-degree premeditated murder. You two will go to the juvenile assessment center. You will go to the Marion County Jail. Okay? Take a deep breath. You'll have no bond. You won't be getting out. We're all in for murder. He didn't do anything with the body or anything like that. I get 5 years, I'm gonna be fucking 20 by the time I get out. Ce qui est fou là-dedans, c'est que quand on leur dit qu'ils vont être condamnés pour homicide volontaire, la seule réaction de Amber, c'est juste de dire « Ah bah non, je vais sortir à 20 ans ». Parce que donc du coup, elle a 15 ans et elle se dit que, étant donné qu'elle est mineure, elle va prendre à peu près 5 ans de prison. C'est quand même fou de voir que c'est... En fait, elle s'inquiète vraiment de ça. Pas de ce qu'elle a fait principalement. Plus de, voilà, je vais faire 5 ans de prison et j'aurai 20 ans quand je sors. Mais ça n'arrivera pas. Parce que vu l'horreur des faits qui ont été commis, il est décidé qu'ils seront jugés en tant qu'adultes et non pas en tant que mineurs. Entre-temps, je crois environ 2 jours après qu'on ait découvert tout ça, Michael va être arrêté à son tour. Il se cachait chez un ami et on va finalement réussir à le retrouver et à l'arrêter. Amber, Charlie et Kyle vont être condamnés pour homicide volontaire avec préméditation et vont être condamnés à la prison à perpétuité. Concernant Justin Soto, il va se déclarer lui-même coupable pour ainsi échapper à la peine de mort. Et donc, il va être condamné également à la prison à vie. Et après, nous avons James Evans qui va lui être condamné à 10 ans de prison pour complicité de meurtre. Et finalement, Michael Bargo va être condamné à la peine de mort. Mais suite à tout cela, on a Charlie qui a fait une demande de révision de son procès, car elle estime qu'il y avait eu des problèmes au niveau de sa défense. Le processus a été long, mais finalement ça a été accepté en 2020, et donc son procès a été revu, il y a eu un nouveau procès, et cette fois-là, elle a plaidé coupable de homicide au second degré, donc ça veut dire sans préméditation, et finalement elle a été condamnée à 10 ans de prison. Et étant donné qu'elle avait déjà fait ce temps de prison, elle a été libérée, donc en 2020, elle a pu sortir. Certains estiment que Amber aurait dû recevoir la même peine que Michael. Ils estiment que finalement, elle est aussi coupable puisque c'est elle qui l'a fait venir, c'est elle qui a fait venir Seth chez Charlie. Et que sans elle, il n'y aurait sûrement pas eu ce meurtre.
Et il y en a d'autres qui estiment aussi que c'est un peu le cerveau, on va dire, derrière l'histoire, qu'elle a manipulé les gens pour en venir là. Et on a également l'inspectrice qui s'est occupée de l'affaire, qui, elle, l'a décrit comme une grande manipulatrice, et qu'elle explique qu'elle n'a eu aucun remords, que ce soit pendant l'interrogatoire ou pendant son procès. Elle n'a pas exprimé de peine par rapport à ce qu'elle a fait, juste de la peine plus envers le fait qu'elle soit condamnée. Cette histoire est atroce par les faits qui ont été commis, mais également lorsqu'on sait le jeune âge des personnes. Quand on sait que ça commence à 15 ans jusqu'à 20 ans, et qu'à 15 ans on puisse faire quelque chose comme ça à un autre jeune de 15 ans, c'est juste inimaginable. Puis le fait de savoir qu'il y a une préméditation derrière, tout a été monté, tout a été pensé finement, et de se dire que ça part juste d'une histoire d'amour entre deux adolescents, plus après voilà d'un conflit sur les réseaux sociaux, tout aurait pu être évité. S'il y avait eu une intervention peut-être d'un adulte avant, essayer de calmer le jeu, et finalement c'en est arrivé jusque-là, et c'est vraiment dramatique de voir que ça a pris de telles proportions. Ce qui est aussi perturbant dans cette affaire, je pense que c'est le manque de remords que l'on peut voir de la part de Amber et de Michael durant leur procès. Pour Michael, je sais qu'il y a des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, que vous pouvez voir, par rapport donc lorsqu'il témoignait lors de son procès. J'ai découvert cette affaire grâce à un épisode d'une docu-série que j'ai vue sur Netflix. Je vous mettrai le nom du documentaire et de l'épisode si vous voulez. Je vous mettrai dans les commentaires. C'est assez intéressant à regarder parce que c'est par rapport aux femmes qui sont en prison, des femmes tueuses possiblement. Et là c'est concernant Amber tout le long. Donc elle va témoigner. Donc on la voit vraiment parler de cette histoire. Elle est en prison et elle parle de ça. Et on va aussi avoir le rendu, l'effet qu'ont eu les parents par rapport à la condamnation, par rapport à ce qui s'est passé et l'après. Donc c'est assez intéressant de voir si Amber a changé après toutes ces années. Donc si jamais vous allez voir le documentaire, dites-le moi, je serais intéressée d'avoir vos retours par rapport à ce que vous en avez pensé, ou même si vous l'avez déjà vu. Donc si jamais vous connaissiez déjà ce documentaire, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir de le savoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Grâce à ça, vous aurez une notification de mes vidéos chaque semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.